On salue l'arrivée de l'honorable Jean-Yves Duclos, qui est ministre des Enfants, de la Famille et du Développement social et député de Québec. Et écoutez, on vous remercie. C'est la première fois en 25 ans qu'un ministre fédéral responsable des dossiers de l'habitation vient prendre la parole devant les résidents d'habitation Léo-Maudit du Québec. Alors, on vous laisse la parole avec grand plaisir. Pardon, je dois m'installer un petit peu, parce que je... C'est ça. Mais plus encore. Bon, ben, j'espérais rentrer de manière discrète dans la salle pour écouter les secrets de la Fédération, mais là, j'ai manqué mon coup. La prochaine fois, je vais demander à mon équipe d'avoir des meilleures stratégies d'espionnage. Mais ceci n'enlève certainement pas le grand plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un grand honneur et certainement un grand plaisir de sentir votre accueil chaleureux dans le cadre du congrès annuel de votre Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec. Je sais que vous avez déjà eu de la visite intéressante, donc je souligne leur présence, leur contribution. J'aimerais aussi souligner, évidemment, la contribution de tous les acteurs de la Fédération, non seulement les membres du CA, qui travaillent très fort pour la Fédération, mais aussi le personnel et les bénévoles. J'ai déjà eu la chance d'en rencontrer quelques-uns à l'entrée. Donc, je les remercie en votre nom. Vous savez que beaucoup des belles choses qu'on fait dans notre société dépendent de gens comme les membres du CA, dépend de personnel dévoué, mais dépend aussi de bénévolat. Du bénévole, surtout chez les plus âgés, les aînés. Évidemment, je ne parlerai pas de l'âge, là, parce que moi-même, je suis déjà assez bien âgé, mais les aînés, avec leur expérience, avec leur expertise, beaucoup, puis leur ambition, puis leur sensibilité, jouent beaucoup, font beaucoup de choses à l'échelle de notre société. Moi, comme responsable du développement social à l'échelle du pays, je constate à quel point tellement de nos organismes dépendent du bénévolat des aînés. Je sais que vous n'êtes pas tous des aînés, mais je vais quand même vous le souligner pour vous encourager à continuer. En plus d'être heureux d'être parmi vous, je suis heureux d'être un peu chez moi parce que je suis à l'Université Laval où j'ai été enseignant durant 23 ans. Mon père m'a toujours dit que quand on ne sait pas faire quelque chose, ce qu'il faut faire, c'est l'enseigner. Ah? Et quand on l'enseigne, comme moi, 23 ans, la plupart du temps, on finit par l'apprendre. Alors, c'est ce qui s'est passé quand j'ai passé 23 ans ici à l'université comme professeur d'économie. Je me suis senti, après un certain temps, plus compétent qu'avant. Puis je me suis senti chez nous aussi de manière très, très personnelle. Et là, je suis heureux de vous voir dans mon ancien environnement qui me rappelle aussi mon ancienne vie. Alors, comme dans ma nouvelle vie comme ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, mon mandat, le but le plus important que j'ai, c'est de travailler pour faire en sorte que tous les Canadiens, peu importe qui ils soient, aient une chance réelle et équitable de réussir dans la vie. Et mon patron, parce qu'on a tous un patron, mais moi j'en ai plusieurs, mais mon patron le plus visible, M. Trudeau, et c'est en plein ce qu'il m'a demandé de faire, en me donnant un portefeuille qui comprend l'assurance-emploi, la garde des enfants, les pensions pour les aînés, le régime de pension du Canada, les prestations pour les familles et le logement. C'est en plein ce qu'il m'a demandé de faire. Il m'a dit, travaille pour faire en sorte que tous et toutes aient une chance réelle et égale, équitable de réussir dans la vie. Dans un contexte où on veut évidemment que les familles qui vont bien, les Canadiens, les Québécois qui vont bien, continuent de bien aller, mais aussi que ceux et celles qui se sentent exclus, qui aimeraient bien faire partie de ce qu'on appelle souvent la classe moyenne, mais qui savent à quel point il est difficile d'y arriver, que ces gens-là aient aussi l'appui dont ils ont besoin et qu'ils méritent de la part du gouvernement canadien. Et dans le contexte du logement, ça se traduit de la manière suivante, ça se traduit en disant que tous et toutes devraient avoir accès à un logement convenable, qui répond à leurs besoins et qui est abordable. Et j'insiste sur tous et toutes.
Parce que quand on parle de logement, on ne parle pas seulement d'un toit au-dessus de la tête. On parle surtout d'un sentiment et d'une réalité de bien-être qui dépasse largement l'infrastructure physique. C'est particulièrement vrai pour les familles plus vulnérables et c'est aussi vrai pour les communautés où nos gens sont bien logés, sont des communautés qui vivent mieux. Parce qu'un chez-soi, on sait, c'est un endroit où les enfants peuvent apprendre. On sait à quel point les conditions de logement inappropriées rendent difficile l'apprentissage pour nos enfants, où les parents trouvent une stabilité résidentielle où ils peuvent accéder à des services de formation, de réinsertion et à un marché du travail, puis où nos aînés peuvent se sentir en sécurité et dans la dignité. Mais malheureusement, pour beaucoup trop de nos concitoyens, cette vision n'est tout simplement pas mise en pratique et n'est pas possible. Et c'est pour ça que je suis ici parmi vous aujourd'hui, que je vous remercie de me permettre de prendre un petit peu de votre temps, pour vous dire que le gouvernement canadien, du moins depuis que je suis là, a choisi de rétablir son leadership en termes de logement. Parce que notre objectif est simple, comme je vous l'ai dit, c'est de permettre à plus de Canadiens d'avoir accès à un logement qui répond à leurs besoins et qui est abordable. Et dans ce contexte, le leadership et le réengagement du gouvernement canadien est incontournable. C'est pas par partisanerie que je vous le dis, parce que c'est par transparence que je préfère vous le dire. C'est pas la faute du dernier gouvernement. Ça fait depuis à peu près une vingtaine d'années que le gouvernement canadien s'est distancé tranquillement des préoccupations de logement de nos concitoyens. À partir de novembre 2015, quand le dernier gouvernement canadien a été mis en place, nous avons affirmé clairement que le gouvernement canadien avait des responsabilités et qu'il devait assumer et affirmer son leadership. Alors, dans ce contexte, on travaille très fort, comme plusieurs d'entre vous le savent, pour bâtir la première stratégie nationale de logement de l'histoire du pays. L'an dernier, pour préparer cette stratégie, on a procédé à des consultations à travers l'ensemble du pays, entre le mois de juin et le mois d'octobre, où des milliers d'organismes et de personnes ont pris le temps de nous donner leur vision. Et parmi vous, dans cette salle, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont pris le temps de nous fournir leur contribution, puis je vous en remercie. Ce qui nous a amené, lors du dernier budget de mars 2017, je vais vous donner des détails un peu plus, à bâtir notre action à long terme au cours de 3 principes de base. Premier principe, c'est de prioriser nos citoyens et nos familles les plus vulnérables, celles qui sont le plus à risque de se retrouver sans abri ou le plus à risque de se retrouver dans des conditions de logement inadéquates ou inabordables. Et je pense ici aux aînés, aux ménages à faible revenu, aux personnes vivant avec des handicaps, les anciens combattants, les Autochtones, les nouveaux arrivants, et tous ceux et celles qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Deuxième principe, c'est de travailler avec les partenaires. Ça fait depuis longtemps que la Fédération et d'autres organismes attendent le retour du gouvernement canadien. Vous avez été patients. Nous savons que vous voulez avoir une place autour de la table pour discuter du logement. Et le deuxième principe, c'est de vous dire qu'à long terme, nous avons déjà commencé à le faire, et à long terme, nous allons vouloir travailler ensemble de manière respectueuse, mais de manière efficace. Ça va impliquer évidemment les provinces et les territoires qui sont nos partenaires privilégiés, mais aussi les villes, nos leaders autochtones, le secteur privé et aussi les organismes sans but lucratif, les coopératives et le secteur communautaire. Et le troisième principe, c'est de penser ce qu'on appelle au continuum de conditions de logement. Conditions de logement qui partent de l'itinérance. L'itinérance qui est probablement la forme de privation la plus extrême dans une société développée comme la nôtre. Il est inacceptable, tout à fait inacceptable que des gens dans notre société se retrouvent dans de telles conditions et qui va jusque dans des conditions de marché de propriétaires occupants où il y a des gros défis là, d'accès à des logements abordables de la part des jeunes familles en particulier. Mais on a tout un continuum qui passe aussi à travers les maisons d'hébergement, les logements de transition, les logements sociaux, et vous savez que c'est important, et le logement locatif abordable. Avec ces 3 principes-là, puis avec les investissements dont je vais vous résumer dans quelques instants, on a comme objectif 2 choses. On a comme résultat 2 grands résultats. Le premier, c'est qu'on va réduire
avec ces investissements et ce leadership du gouvernement canadien, de la moitié le nombre de locataires qui se retrouvent dans des conditions de logement inadéquats ou inabordables. Ça représente 500 000 Canadiens à l'échelle du pays qui vivent présentement dans des conditions inadéquates ou inabordables, qui vont sortir de ces conditions. Et le deuxième, c'est aussi un 500 000 avec les investissements qu'on va faire sur le continuum du logement. Il y a 500 000 Canadiens au cours des prochaines années qui vont ou bien sortir de l'itinérance ou éviter de se retrouver en situation d'itinérance. Ça, c'est parce que personne dans une société comme la nôtre, à nouveau, ne devrait être forcé de vivre dans la rue. Lorsque ça se produit, c'est nous tous qui nous retrouvons perdants. Alors, comment allons-nous arriver à ce résultat? En 2 étapes. Depuis 18 mois déjà, on a mis sur pied un certain nombre d'initiatives pour améliorer la situation du logement à court terme. Ça, on appelait ça la phase 1. La phase 1 à court terme de réengagement du gouvernement canadien pour démontrer que nous étions sérieux. Donc, dans le budget de mars 2016, on a dévoilé 3 mesures importantes avec un budget de 5 milliards sur 5 ans, pour les 2 premières années surtout, mais un petit peu aussi pour les 3 années qui vont suivre, pour, 1, financer le logement locatif abordable, 2, le faire avec des prêts à faible coût, et 3, pour répondre aux besoins les plus urgents en termes de logement social par exemple, mais aussi en termes, non seulement pour le stock de logement social, mais aussi pour les gens qui ont besoin d'avoir accès à du logement social pour bien vivre. Ça, c'est la première étape, l'étape de court terme annoncée lors du budget de 2016. L'étape parallèle, ça a été de développer cette stratégie nationale du logement qui m'a rendu capable de convaincre le ministre des Finances et le premier ministre d'annoncer lors du budget de mars 2017 un investissement de 11,2 milliards de dollars au cours des prochaines années pour à nouveau appuyer notre sérieux sur du long terme. On sait à quel point le long terme c'est important dans le domaine du logement et on l'a entendu de la part de tous ceux qui nous ont conseillé au cours des derniers mois. Alors ça va mener donc à plus long terme à une série d'investissements que je vais vous énumérer rapidement parce que je ne veux pas non plus vous ennuyer. Alors, à moins que ce ne soit pas ennuyant. Alors, non, c'est pas trop ennuyant, d'accord, bon. Alors, donc, ce 11,2 milliards que je vous ai annoncé, il y a plusieurs composantes. La première composante, c'est un 3,2 milliards qui vont être versés aux provinces et aux territoires pour appuyer leurs priorités, entre autres dans le cadre des réinvestissements qui vont être nécessaires dans le contexte de l'échéance des conventions de financement. On sait que cet enjeu a été ignoré au cours des dernières années. On a fait semblant que du point de vue fédéral, ce problème n'existait pas. Alors, on a dit, ce problème existe et il faut le reconnaître et y travailler. Donc, cette première enveloppe de 3,2 milliards de dollars va donner au gouvernement des provinces et des territoires, dont le Québec, une marge de manœuvre pour pouvoir répondre à leur objectif d'assurer la prévisibilité et la stabilité du financement à long terme. La deuxième étape, la deuxième composante, c'est celle d'utiliser les terres fédérales et les bâtiments fédéraux pour les rendre disponibles à faible coût ou gratuitement, de manière à créer davantage de logements abordables et de logements sociaux. Une autre étape, un autre élément du plan, c'est de protéger les ressources financières qui sont libérées par l'expiration des conventions, l'expiration des ententes, donc les maintenir au lieu de les laisser disparaître, pour à nouveau appuyer nos partenaires et nos fournisseurs de logements sociaux de façon à ce qu'ils puissent développer des initiatives d'investissement dans notre communauté autour donc, de l'inclusivité, de la durabilité d'investissement. Et finalement, un Fonds national de logement de 5 milliards qui va fournir un financement additionnel et souple pour les initiatives et les communautés qui vont vouloir se réengager pour développer du logement abordable et social, ou bien par l'entremise de prêts à faible coût, ou bien par l'entremise de subventions, de manière à rénover les unités de logement existantes, en construire de nouvelles et appuyer nos concitoyens à plus faible revenu. Alors, je pourrais vous parler encore longtemps de tout ça, parce que toutes sortes de détails importants que je n'ai pas mentionnés. Mais, comme je le disais d'entrée de jeu, nous sommes très conscients du rattrapage qu'il y a à faire en matière de logement, rattrapage en termes de stock physique
existants en termes de construction de nouvelles unités pour répondre aux besoins croissants qu'on a connus au cours des dernières années et de répondre surtout aux besoins de nos familles et de nos citoyens qui en ont besoin pour bien vivre dans notre société. Le gouvernement canadien doit reconnaître ses responsabilités, affirmer son leadership. Dans ce contexte, le travail de partenariat est fondamental. Il est important que ce travail, pour qu'il donne les meilleurs résultats, se fasse en appui à ce que les communautés et les organismes comme la Fédération sont capables de faire. Et par conséquent, même si tout ça, je pense que ce sont de bonnes nouvelles, ce que ça veut dire, c'est que pour des organismes comme la Fédération, il y a quand même un peu de travail à faire dans le futur. C'est un travail qui va être très important et que je m'engage à appuyer. Je m'engage à faciliter les relations de la Fédération avec le gouvernement canadien, parce qu'entre autres parce que je suis le contact principal en matière de logement, mais aussi avec tous les autres partenaires provinciaux et municipaux qui sont importants pour faire de notre société une bonne société en matière de logement. Alors, à toutes et à tous, un excellent congrès. Merci de votre accueil, puis au plaisir de continuer notre collaboration. Monsieur le ministre, j'aimerais évidemment vous remercier d'être venu pour la première fois, peut-être pas vous, mais comme je l'insiste, c'est le premier ministre fédéral en 25 ans qui accepte de venir prendre la parole devant les locataires de logements publics au Québec. C'est pas rien. Puisqu'un enjeu important pour nous tous ici, c'est la rénovation du parc HLM, la rénovation du parc de logements publics au Québec, qui est en très mauvais état en 2007. Depuis 10 ans, grâce à l'argent du fédéral qui paie la moitié des travaux de rénovation, il y a plus de 3 milliards qui ont été investis dans nos HLM. Il reste encore du travail à faire, des rénovations à faire, mais j'aimerais vous remettre un petit document qui illustre comment l'argent du fédéral et du Québec et des municipalités a été investi pour moderniser le parc HLM au Québec. Puis évidemment, ce qu'on souhaiterait énormément, c'est qu'avec la fin des conventions, on n'entraîne pas la fin de l'aide fédérale à la rénovation du parc et au déficit d'exploitation. On compte sur vous. On sait que la stratégie canadienne est en développement. On espère qu'on va être inclus à l'intérieur lors de vos conclusions. Et on vous remercie beaucoup de votre présence. Très bien.